Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va aborder la question de la sécurité du médicament. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prise en charge de nos patients en termes médicamenteux? On a vu dans une vidéo précédente quels étaient les problèmes, quelles étaient les causes qui pouvaient induire un problème de sécurité. On va voir ici quelles sont les solutions que l'on peut mettre en place. Tout d'abord, une approche un petit peu théorique de la problématique. On a dans nos systèmes des dangers et ils peuvent se transformer en accidents lorsque les choses ne se passent pas bien. On a des processus avec toute une série d'étapes qui ont une certaine fiabilité. On a également des contrôles qui permettent de capter des erreurs et d'éviter que celles-ci atteignent les patients. Mais on voit que ces différentes étapes, elles ont des trous. On fait souvent cette analogie avec un fromage suisse, alors plutôt un Emmental qu'un gruyère, qui a des trous. Et évidemment, plus les trous sont grands, c'est-à-dire moins les processus ou ces étapes sont fiables, plus on a de risques que tous ces trous s'alignent et permettent ainsi à un danger de devenir un accident et d'atteindre le patient. Alors on comprend bien de manière conceptuelle que l'amélioration de la sécurité va passer par une réduction de la taille des trous dans les tranches de fromage. Donc on doit diminuer les opportunités d'erreur, augmenter la fiabilité des différentes étapes du processus. Et puis on comprend bien également qu'une autre stratégie, c'est de rajouter encore des tranches supplémentaires de fromage pour éviter que ce danger puisse passer à travers les trous, et donc il va s'agir de rajouter des contrôles supplémentaires. Donc on réduit les opportunités d'erreur, on augmente la fiabilité des processus, et puis on peut rajouter des stratégies de récupération par des contrôles supplémentaires. Voilà ce que nous dit ce schéma conceptuel. Maintenant, on a vu dans la vidéo précédente qu'on avait trois éléments particuliers qui étaient des facteurs contributifs de la survenue d'erreurs et de problèmes de sécurité, qui étaient la complexité des processus, la fiabilité humaine et puis l'ergonomie de notre environnement de travail. Et donc, on a ici un petit peu les 10 commandements, hein, c'est l'OMS qui nous donne ces grands principes d'action avec du côté de la complexité, bien évidemment, de simplifier les processus, de réduire le nombre d'étapes dans ces processus, de les standardiser afin qu'on fasse tous de la même manière et de la manière dont on a démontré qu'elle était la plus sûre, et puis de permettre d'avoir un accès à l'information nécessaire pour gérer cette complexité. Du côté de la fiabilité humaine, on a vu beaucoup de technologies de l'information arriver et continuer d'être implémentées dans le processus d'utilisation du médicament. On peut mettre en place dans certains cas des fonctions de contrainte. C'est par exemple d'éviter de pouvoir mettre une sonde nasogastrique sur une voie intraveineuse. Si on ne peut pas connecter les deux embouts, eh bien on est certain d'éviter une erreur qui pourrait être liée à une inattention d'un professionnel de santé. On peut travailler avec des checklists comme dans l'aviation pour nous aider à ne pas oublier des étapes de contrôle. Et puis évidemment, il y a tout l'aspect de collaboration, de communication entre les professionnels qui sont une réponse également à ces aspects de fiabilité humaine. Finalement, du côté de l'environnement, on doit travailler sur l'ergonomie des lieux de travail, l'ergonomie des logiciels et des équipements. On utilise de plus en plus de technologies et elles ne sont pas toujours très user-friendly et très ergonomiques. Ça, c'est un élément important. Et puis, on a le médicament qui est lui-même un facteur contributif et donc on peut aussi travailler sur le design des médicaments. Voilà un petit peu ces 10 commandements, ces 10 principes de base sur lesquels on va agir pour améliorer la sécurité d'utilisation du médicament. Et puis, toutes les stratégies qu'on met en place, il est important de bien se rendre compte que certaines vont avoir un fort impact sur la sécurité, d'autres vont avoir un plus faible impact sur la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mettre en place, mais il faut être conscient pour chaque mesure de l'impact que l'on peut attendre. Il ne s'agit pas de simplement mettre une procédure en place, de faire une formation des collaborateurs en pensant que tout va être résolu. Ce sont des stratégies intéressantes, mais qui ont un impact assez bas sur la fiabilité globale du processus. On va avoir un meilleur impact si on utilise des redondances, c'est-à-dire plusieurs contrôles par exemple, si on utilise des checklists, si on standardise l'activité, et puis on doit essayer d'atteindre le plus haut niveau d'impact qui est apporté par des technologies, par des fonctions vraiment bloquantes qui vont empêcher, supprimer complètement des opportunités d'erreur.
L'OMS a lancé un grand programme mondial en 2019 autour de la sécurité du médicament, Medication Without Harm, avec beaucoup d'actions que je ne vais pas détailler sur ce schéma, mais elles touchent en gros les patients eux-mêmes, les professionnels de santé, les pratiques, c'est-à-dire les processus, et puis les médicaments. Et l'OMS nous dit qu'il y a 3 grands domaines sur lesquels on doit agir, qui sont la polypharmacie, les situations à haut risque, donc les médicaments à haut risque, et la transition des soins. Et on doit vraiment porter une attention particulière à ces 3 domaines d'action. Pour ma part, j'aime bien résumer les actions qu'on conduit autour des 3 P. On va mettre en place des actions autour des processus, des personnes et des produits. Pour les processus, comme déjà dit, on va avoir beaucoup de technologies de l'information qui vont nous aider. Mais tous les jours, on va mettre en place un certain nombre d'actions qui ne font pas appel à des technologies de l'information et qui peuvent nous aider à progressivement améliorer nos processus. Autour des personnes, c'est essentiellement l'interprofessionnalité, vraiment la collaboration entre les professionnels, la somme des compétences des différents professionnels d'un côté, et puis de l'autre côté, le travail que l'on va faire avec les patients et l'implication grandissante du patient dans sa prise en charge, comme nous le verrons. Finalement, du côté des produits, on va travailler avec à une sécurisation de nos productions internes, donc dans les pharmacies, d'officines, d'hôpitaux. On va prendre en charge, on va fabriquer des médicaments et on doit s'assurer de leur sécurité. Et puis on va essayer de travailler avec l'industrie pharmaceutique pour qu'ils nous fournissent des médicaments au design les meilleurs afin de nous permettre d'assurer la sécurité. Voilà les 3 P, les processus, les personnes et les produits. Alors si on commence par les processus, vous avez ici quelques exemples de technologies de l'information qui arrivent sous forme d'informatisation, bien évidemment de la prescription, que ce soit à l'hôpital, dans le milieu communautaire, qui va permettre d'éliminer les problèmes de lisibilité et d'apporter un certain nombre d'aides à la décision aux médecins qui prescrivent. Et puis à l'autre bout de la chaîne, au niveau de l'administration, des technologies encore peu répandues de scanning qui permettent de réconcilier un médicament que l'on administre avec l'identité du patient et de confronter ces informations à la prescription pour éviter des erreurs d'administration. Au niveau de l'automatisation, ici 2 exemples en pharmacie, un automate qui nous aide à préparer des nutritions parentérales pour les nouveau-nés prématurés en réduisant le risque d'erreur de ces mélanges complexes, et puis une armoire à pharmacie automatisée pour gérer les stocks de médicaments dans les unités qui peut être connectée à la prescription informatisée et ainsi garantir la sécurité de dispensation des médicaments. Finalement, à droite, des exemples de robots avec des robots de distribution de médicaments qu'on voit de plus en plus dans les pharmacies tant hospitalières que communautaires, et puis un robot de préparation de chimiothérapie. Alors ces technologies vont vraiment nous aider à réduire les erreurs de commission, on va commettre moins d'erreurs, ça va réduire les erreurs de calcul, ça va augmenter la fiabilité des contrôles. Si on fait le scanning du bracelet et du médicament, c'est extrêmement fiable. Ça va permettre d'apporter de l'aide à la décision. Par contre, on aura des grands enjeux d'intégration avec les systèmes d'information hospitaliers, d'interopérabilité des différents logiciels et technologies que l'on voudra utiliser. On a, comme déjà dit, plein d'actions qui peuvent être conduites sans forcément faire intervenir des technologies de l'information. Et vous voyez ici quelques exemples aux différentes étapes du processus. Ça peut être des recommandations thérapeutiques écrites, des guidelines pour la prescription. Ça peut être de la gestion de stock par des assistantes en pharmacie pour la dispensation. Ça peut être une standardisation des dilutions de médicaments injectables ou la préparation à la pharmacie de certains injectables prêts à l'emploi. Ça peut être des procédures d'identitovigilance qui ne font pas forcément appel à des technologies au niveau de l'administration. Et bien d'autres, ce ne sont ici que quelques exemples de toutes les actions que l'on prend au quotidien à ces différentes étapes. L'aide à la décision est un élément essentiel et on va pouvoir ainsi partager des connaissances. Elle peut être déconnectée du système d'information, elle peut être intégrée
au système d'information, elle peut être juste informative, on va la consulter si on le souhaite, elle peut être interruptive, elle peut être bloquante, et évidemment l'enjeu c'est de donner la juste quantité d'alertes pour que celles-ci soient prises en compte et éviter une fatigue aux alertes qui fait que le destinataire de l'alerte ne va même plus les lire et va simplement les zapper. Donc c'est un domaine complexe. Vous avez ici deux exemples d'aide à la décision. Sur la gauche, le site de la pharmacie DHUG qui fournit plus de 150 documents sur essentiellement l'administration des médicaments. Et puis à droite, PIMCheck, qui est une application que l'on a développée pour donner de l'aide à la décision dans l'adéquation entre les pathologies, les diagnostics d'un patient et puis les médicaments qui lui ont été prescrits. En rentrant ces deux paramètres, on va avoir un certain nombre de propositions d'ajustement de la pharmacothérapie. On passe maintenant au chapitre des personnes. Alors tout d'abord les professionnels de santé. Je pense que là le grand mot aujourd'hui c'est l'interprofessionnalité. Je me permets ici de vous remettre la définition de l'OMS. Donc c'est lorsque au moins deux professions travaillent conjointement et apprennent les unes des autres et que l'outcome final c'est une amélioration des résultats en matière de santé. Alors autour du médicament, bien évidemment, la collaboration avec les pharmaciennes et les pharmaciens est centrale. Donc vraiment cette triade médecin, infirmier, pharmacien. À l'hôpital, on va parler de pharmacie clinique. On va avoir des pharmaciens qui vont revoir les traitements des patients et faire des propositions d'optimisation aux médecins, par exemple lors de la visite médicale. Et puis en milieu communautaire, on va plutôt parler de cercle de qualité. On prend des temps d'échange entre médecins, entre pharmaciens. On revoit les pratiques de prescription, on revoit les guidelines pour essayer d'améliorer les pratiques de prescription. Et on est vraiment dans une notion d'apprentissage mutuel, comme le dit bien la définition de l'interprofessionnalité. Le pharmacien va apporter ses connaissances sur le médicament au médecin et il va également apprendre beaucoup d'éléments de la part du médecin. Le patient a un rôle de plus en plus important à jouer. Là, je reprends le modèle développé par l'Université de Montréal pour voir l'évolution du rôle du patient dans sa prise en charge. Je dirais de manière un peu ancestrale, on avait un modèle paternaliste avec le monde médical, le monde des professionnels de la santé qui se consultaient, qui décidaient et puis qui ensuite informaient le patient de sa prise en charge. On voit évidemment de moins en moins ça aujourd'hui et heureusement. Moi, j'ai plutôt été élevé avec le motus le patient au centre. Vraiment, le patient, c'est le centre de l'attention. Donc, il est déjà plus proche des professionnels de santé. On va le consulter, ce patient, pour discuter avec lui de sa prise en charge. Mais on reste sur un mode décisionnel qui est largement l'apanage des professionnels de santé. Et finalement, le modèle sur lequel on doit travailler pour y tendre, c'est celui du partenariat, où cette fois-ci, le patient fait partie du cercle des personnes qui décident et on va construire ensemble, on va co-décider sur la prise en charge en prenant vraiment en compte l'avis du patient et à la fin, c'est lui qui doit décider la prise en charge qu'il souhaite pour sa pathologie. Et ça, c'est vraiment une évolution extrêmement importante qui montre le rôle grandissant que prend et doit prendre encore dans le futur le patient dans sa prise en charge. Et du coup, ça impacte évidemment dans son implication qui va conduire à son adhésion au traitement qu'on va lui prescrire. Et vraiment la combinaison, me semble-t-il, de l'importance qu'il soit informé et de l'importance qu'il soit éduqué. Alors informé, ça passe vraiment par une transparence dans la transmission des informations autour de ce traitement. Vous voyez ici à gauche un exemple, l'application Concerto, qui est l'application des patients au sein des hôpitaux universitaires de Genève, où désormais les patients peuvent avoir accès à la liste des traitements qu'ils reçoivent pendant leur hospitalisation avec une vulgarisation de la raison de chaque traitement. Ça leur permet d'être informés et puis évidemment de pouvoir dialoguer ensuite avec leurs médecins, leurs personnels soignants autour de leur traitement. Évidemment, ça ne suffit pas, il faut aussi qu'ils
comprennent les raisons de leur traitement, et ça passe par une phase d'éducation autour de laquelle le professionnel de santé doit également comprendre quelles sont peut-être les barrières du patient à la prise en charge de ces médicaments, et donc d'être dans un dialogue éducatif avec le patient pour lui permettre d'intégrer sa thérapie dans sa vie de tous les jours, pour lui permettre d'avoir vraiment compris l'intérêt de prendre son traitement. Et je pense qu'on doit vraiment combiner ces deux aspects d'information et d'éducation pour aboutir à une meilleure adhésion thérapeutique de la part des patients. La continuité des soins, on a vu que c'était également un enjeu avec toute cette complexité et perte d'informations. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qui sont conduites dans nos hôpitaux pour améliorer la conciliation à l'entrée de l'hôpital, donc d'avoir une meilleure recherche d'informations, faire vraiment un bilan médicamenteux et décider quels sont les traitements qu'on va continuer, respectivement modifier pendant l'hospitalisation, et puis à la sortie de faire un peu l'exercice inverse avec l'étape de la réconciliation, où on va à nouveau décider ce qui doit être continué à la sortie, ce qui doit être arrêté, les traitements qu'on va peut-être reswitcher sur les traitements habituels du patient, ce qui va constituer un plan de médication qui va expliquer vraiment les traitements arrêtés, continués, modifiés, ce qui va permettre d'être un support à l'éducation thérapeutique et qui va permettre de transmettre aux acteurs du monde communautaire, pharmaciens d'officine, médecins traitants, infirmières à domicile, afin que tout le monde soit au clair avec la suite du traitement qui est proposé par les médecins qui l'ont pris en charge durant son séjour. On aimerait évidemment être aidé par un certain nombre d'outils. Ce plan de médication, on en a des versions papier qui existent dans les hôpitaux. On a la Fondation Sécurité des patients suisses qui propose un modèle que l'on peut télécharger. Pour des patients qui sont un peu plus technophiles, on peut proposer des applications sur smartphone. Dans les hôpitaux universitaires de Genève, nous avons développé l'application SwissMeds, qui est un exemple qui peut être téléchargé sur les stores. Et puis on a l'espoir un jour que le dossier médical partagé, CARA, dans la plupart des cantons de Suisse romande, proposera un outil qui s'appelle le plan de médication partagé et qui permettra vraiment d'avoir une centralisation des informations dans ce dossier médical partagé et qui, je l'espère, améliorera la prise en charge des patients et la continuité de l'information autour de ces médicaments. Finalement, les produits, alors rapidement quelques enjeux autour des produits. Le premier, c'est simplement de les avoir. Il y a aujourd'hui énormément de problématiques de rupture, de pénurie d'approvisionnement. Et donc ça, c'est le premier enjeu auquel on est confronté quotidiennement. On a également des problématiques de ressemblance de médicaments et là on doit dans les choix de médicaments qu'on fait par exemple à l'hôpital être attentif à éviter de prendre des médicaments qui se ressemblent trop par leur nom ou par leur look afin d'éviter de mettre des pièges dans le système qui vont faciliter ou je dirais augmenter le risque de commettre des erreurs. Dans certains cas, on va pouvoir éviter des manipulations. Donc, toute dilution de médicaments injectables est une étape à risque. Si on peut fournir aux soignants un médicament prêt à l'emploi, idéalement fabriqué par l'industrie, mais potentiellement, comme c'est le cas ici, fabriqué par la pharmacie de l'hôpital, eh bien, on va vraiment sécuriser l'administration de ces produits. Il n'y a plus besoin de faire une dilution dans l'urgence, il n'y a plus besoin de faire de calcul. On prend le produit sur l'étagère et on peut l'administrer. Et puis finalement, on aimerait que l'industrie nous aide en mettant toutes les informations nécessaires sur chaque dose unitaire de médicaments. Qu'on puisse jusqu'au dernier moment vérifier qu'on a bien le bon médicament à administrer par un être humain, par des informations lisibles, et puis idéalement par des systèmes électroniques à l'aide d'un code-barre, comme ici par exemple un data matrix. Malgré tout ça, des problèmes vont quand même survenir et donc il est essentiel de déclarer les problèmes. On va parler de situations particulières qui peuvent être liées à l'utilisation, à la qualité du produit ou à la réaction du patient. Et donc toutes ces situations doivent faire l'objet d'une attention particulière et d'une déclaration. Les problèmes liés à l'utilisation, c'est bien évidemment des erreurs, mais ça peut aussi être des utilisations non conformes, quand on va dévier de l'utilisation qui est prévue du médicament. Ça peut être des usages
abusifs par les patients. Ça peut être des problématiques d'exposition professionnelle à des produits, de surdosage, qu'ils soient volontaires ou non volontaires, et puis toute la sphère de l'utilisation des médicaments dans les situations de grossesse et d'allaitement. Sur les problèmes liés à la qualité, on peut avoir des réclamations sur des problématiques de qualité du produit, des emballages, un lot qui a eu peut-être un problème de fabrication ou qui s'est dégradé. On a toute la thématique des médicaments falsifiés et puis on a potentiellement, en particulier pour des médicaments injectables, un risque d'avoir une contamination microbienne du produit qui va transmettre un agent infectieux aux patients. Troisième sphère, les situations particulières liées à la réaction. On va bien évidemment avoir tous les effets indésirables. On peut à l'inverse avoir des problèmes d'efficacité, des problèmes d'interaction médicamenteuse. Et vous avez donc ici tout le panel de ces situations particulières dont il est important qu'elles soient dûment déclarées. Peut-être un focus sur ces deux grandes catégories que sont les effets indésirables et les erreurs médicamenteuses. Donc les effets indésirables, on est dans le domaine de la pharmacovigilance et donc ce qui doit être déclaré et décrit dans la loi sur les produits thérapeutiques, ce sont les effets indésirables graves ou encore inconnus ou insuffisamment mentionnés dans l'information professionnelle ou qui revêtent une importance médicale particulière. Donc tout effet indésirable qui correspond à l'une de ces catégories doit être dûment déclaré. Puis du côté des erreurs médicamenteuses, il y a celles qui atteignent effectivement le patient, qu'il faut déclarer pour pouvoir l'analyser et améliorer le système. Mais il est également important de déclarer les erreurs médicamenteuses qui ont été interceptées. Donc l'erreur a eu lieu mais n'a pas atteint le patient grâce à un contrôle qui a pu la détecter, ainsi que les erreurs médicamenteuses potentielles, donc des situations à risque d'erreur, car ces éléments interceptés ou potentiels sont aussi des sources intéressantes d'amélioration de nos processus. Je rappelle en termes de pharmacovigilance que la déclaration pour les professionnels de santé est obligatoire. On n'a pas le choix que de déclarer ces effets indésirables s'ils correspondent à la définition que j'ai mentionnée précédemment, que la déclaration se fait par un formulaire directement à Swissmedic qui va ensuite dispatcher l'analyse de la situation à l'un des 5 centres de pharmacovigilance de Suisse. Quant aux patients, eh bien, ils peuvent déclarer un effet indésirable et donc ils vont s'adresser aux professionnels de santé. Donc ils ne sont pas obligés, mais ils peuvent le faire. Et il est donc intéressant de favoriser cette déclaration en leur mettant à disposition des outils. Au sein des HUG, on a mis en place un outil qui s'appelle Diapason qui permet aux patients de déclarer un effet indésirable s'ils le souhaitent. Du côté des erreurs médicamenteuses, l'objectif là, c'est vraiment de faire progresser le système, de l'améliorer par la déclaration. Alors on a des déclarations au niveau local, notamment dans les hôpitaux, et puis il peut y avoir un intérêt de faire des déclarations au niveau national. Et on a la Fondation pour la sécurité des patients qui a mis en place 2 systèmes, le système CIRNET qui est à destination des professionnels de la santé et puis récemment le système PATBOX qui a été mis en place avec l'organisation suisse des patients qui permet aux patients de déclarer des erreurs médicamenteuses ou des erreurs médicales en général auxquelles ils ont été confrontés. Et donc il est vraiment important d'encourager dans une culture de la sécurité et dans une juste culture la déclaration de ces problèmes au niveau local ou au niveau national. Voilà, j'arrive au bout de cette présentation. J'aimerais insister sur l'importance d'avoir une vision stratégique et d'établir un plan de gestion du risque médicamenteux. Dans chaque établissement, dans chaque organisation, on a vu qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être conduites et il s'agit pour chaque institution de faire un état des lieux de ce qui a été mis en place, de ce qu'on pourrait mettre en place et de dresser une liste de priorités afin d'avoir un plan d'action pour améliorer progressivement la sécurité d'utilisation des médicaments. On doit appliquer les principes des facteurs humains, de l'ergonomie, et nos actions doivent être vraiment orientées dans ces domaines des 3 P, les processus, les personnes et les produits. Et puis finalement, donc, rappeler que nos processus s'améliorent au cours du temps, que l'utilisation des médicaments
doit aussi s'améliorer. On peut encore découvrir de nouveaux effets indésirables alors que les médicaments sont commercialisés. Et donc il est vraiment important que toutes ces situations particulières soient déclarées pour permettre une amélioration progressive de la sécurité d'utilisation des médicaments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous inspirera dans la mise en place de votre plan d'amélioration de la sécurité d'utilisation des médicaments. Et je vous remercie de votre attention.